La nuit où la petite Élise Deslauriers disparut, un vent amer soufflait sur la côte normande. Les brumes venues de la mer s'enroulaient autour des maisons à colombages, étouffant chaque son, comme si la nature elle-même voulait retenir son souffle. Dans la grande demeure des Deslauriers, perchés sur une légère colline, les volets claquaient faiblement, rythmiques comme des battements de cœur, annonçant déjà un trouble que personne n'osait encore nommer. Élise avait été vue pour la dernière fois au crépuscule, sa robe claire glissant à travers le jardin, son rire se mêlant au frémissement des pommiers. Elle était l'unique héritière d'une famille puissante, dont l'ascension fulgurante, bien que jamais évoquée ouvertement, avait nourri des murmures dans tout le village. Certains disaient qu'Armand Deslauriers possédait un don particulier pour transformer les malheurs des autres en opportunités. D'autres affirmaient que la mère, Cécile, portait dans ses yeux une vieille inquiétude, comme si son âme était retenue par un passé que personne n'avait le droit d'interroger. Cette nuit-là, pourtant, la façade d'ordre et de raffinement se fissurait. Au grand salon, éclairé seulement par le vacillement d'une lampe à huile, Armand demeurait debout, immobile, tapotant la surface d'un secrétaire en noyer. Son visage ne trahissait aucune panique, seulement une concentration presque mathématique, comme s'il tentait de recomposer mentalement une séquence d'événements. Autour de lui, les domestiques retenaient leur souffle, craignant qu'un mot de travers n'attise la colère feutrée de leur maître. La mère, Cécile, se tenait près de la fenêtre. Ses doigts, d'ordinaire si gracieux, tremblaient légèrement, alors qu'elle observait le jardin plongé dans la pénombre. La brume semblait avaler chaque détail, ne laissant paraître que la silhouette des arbres, allongée et déformée comme dans un cauchemar d'enfant. Elle murmurait le prénom de sa fille, encore et encore, sa voix se brisant comme une feuille sèche. Mais ce qui troublait le plus était ce regard hagard tourné vers le sol, comme si elle redoutait précisément ce qui pouvait se trouver en dessous. Parmi les domestiques, un seul homme semblait glisser à travers la scène avec une étrange familiarité. Julien, le jeune valet chargé d'entretenir les écuries et d'assister à de menues tâches. Il était discret, presque trop, mais certains avaient remarqué qu'il répondait à Armand avec un mélange de crainte et de loyauté qui dépassait le cadre de ses fonctions. Cette nuit-là, ses yeux évitaient constamment le couloir qui menait à l'aile la plus ancienne de la maison, là où se trouvait l'accès à la cave. Le village fut alerté peu avant minuit. Les voisins affluèrent, armés de lanternes et de fourches, parcourant les champs, longeant la rivière, scrutant les abords du bois. Les rumeurs coururent plus vite encore que les pas. Une fillette n'avait jamais disparu dans ce village sans que tout le monde y soit mêlé. Les regards se tournaient tantôt vers la famille, tantôt vers les étrangers de passage, ou encore vers les vieux récits de superstition normande que l'on ressuscitait à la moindre occasion. Lorsque l'instituteur, un homme posé et respecté, arriva à son tour, il demanda à Armand ce que faisait exactement Élise avant la tombée de la nuit. Celui-ci répondit d'un ton calme, trop calme, qu'elle jouait seule dans le jardin, qu'il l'avait vue courir après un papillon, puis plus rien. Un détail sonna pourtant faux. Cécile se contracta à ces mots, posant aussitôt une main contre sa poitrine comme pour étouffer un sanglot. L'instituteur fronça les sourcils, mais se tut. Les Deslauriers n'étaient néanmoins pas des gens que l'on questionnait impunément. Dans la cuisine, à l'écart du tumulte, la vieille cuisinière, Madame Roche, priait à voix basse. Elle parlait d'un signe, d'un retour, de quelque chose que personne n'avait voulu entendre quand cela aurait été encore possible. Elle évoqua même des bruits étranges, perçus depuis des semaines, des chuchotements qui semblaient monter du sol, juste au-dessous de la maison. Julien, qui passait devant elle, pâlit soudain, puis se détourna sans un mot. Pendant que la recherche s'étendait, Cécile descendit seule vers la porte de l'ancienne cave, située près de la remise. Elle hésita, son souffle se condensant dans l'air froid. La poignée métallique semblait glacée, presque animée d'une vie propre. Elle ne l'ouvrit pas. Au lieu de cela, elle recula d'un pas comme si quelque chose la retenait. Non pas une peur soudaine, mais une mémoire douloureuse, enfouie depuis trop longtemps. Armand interrogeait les domestiques un par un. Quand vint le tour de Julien, son ton se fit plus tranchant. « Tu l'as vu après le dîner, n'est-ce pas ?» Julien déglutit. « Oui, monsieur. Près du verger. Elle m'a demandé... » Il s'interrompit, le regard fuyant. « Demandé quoi ?»
Le silence pesa. Rien d'important, monsieur. Pourtant, au fond de ses yeux sombres, quelque chose brillait. Un mélange de culpabilité et de terreur, comme s'il savait que la petite Élise avait approché un lieu qu'elle n'aurait jamais dû découvrir. La nuit avançait. Les lanternes s'éteignaient une à une dans le village. La maison, elle, restait éveillée, tendue, vibrante d'un malaise inavouable. Dans le couloir menant à l'aile ancienne, une planche grinça soudain. Julien se retourna brusquement. Il lui sembla entendre un souffle, léger, venu des profondeurs. Une impression fugace mais suffisante pour lui glacer la nuque. Et tandis que chacun cherchait la fillette au dehors, nul ne remarqua que, sous la demeure, quelque chose semblait avoir bougé, comme si une présence avait senti qu'on l'évoquait de nouveau, après tant d'années de silence. Au matin suivant, la demeure des Deslauriers semblait encore enveloppée de la même brume qui avait couvert la nuit. Le soleil peinait à percer les nuages, comme si la lumière hésitait à pénétrer un lieu désormais chargé d'ombre. Les recherches n'avaient rien donné. Aucune trace d'Élise. Rien, pas même l'empreinte d'un pied enfantin dans la terre humide. Dans la salle à manger, où un silence cendré s'était installé, Cécile restait assise devant une tasse de thé refroidi. Ses yeux creux fixaient un point invisible. Depuis l'aube, elle répétait les mêmes mots à mi-voix. Je savais que cela arriverait. Je le savais. Personne n'osait lui répondre. On la laissait dans sa spirale de peur, comme si contredire son pressentiment risquait d'attirer un malheur encore plus profond. Armand, lui, avait retrouvé son calme calculé. Il dictait des ordres, organisait les équipes de recherche, envoyait des messagers dans les villages voisins. L'efficacité froide de cet homme contrastait avec la fragilité nerveuse de son épouse. Certains domestiques murmuraient déjà, un père criant, pleurant, cherchant partout. Voilà ce qu'on aurait dû voir, pas cette maîtrise glaciale. Mais aucun n'osait dire ses pensées à haute voix. Peu après, l'instituteur revint avec un carnet de notes. Il connaissait bien Élise. Il savait à quel point elle était vive, curieuse, attentive aux détails que même les adultes ignoraient. Il demanda à parler seul à Cécile. Ils s'isolèrent dans le petit salon de musique dont l'odeur de vernis et de cire semblait, ce matin-là, étrangement plus lourde. Madame Deslauriers, la veille de sa disparition, Élise m'a confié quelque chose d'inhabituel. Elle m'a dit qu'elle entendait des bruits venant du sol de la maison. Des chuchotements. Très bas, mais réels pour elle. À ces mots, Cécile blêmit. Elle vous a dit cela? Oui. J'ai pensé qu'il s'agissait de son imagination. Mais aujourd'hui, la voix de l'instituteur s'étouffa. Cécile baissa la tête, ses doigts serrant le tissu de sa jupe avec une force surprenante. « Vous ne comprenez pas, monsieur, » murmura-t-elle. « Ici, on ne devrait jamais parler de ce qui se trouve sous nos pieds. Ce sont des histoires contées depuis, bien avant mon mariage. » Mais elle s'interrompit soudain, refermant son cœur comme si elle avait trop dit. Pendant ce temps, Julien accomplissait ses tâches mécaniquement, évitant soigneusement de croiser le regard d'Armand. Depuis l'enfance, il avait appris à reconnaître les dangers silencieux, ceux qui ne s'expriment pas en cris, mais en regards précis, en phrases courtes, en ordres donnés sans émotion. Il savait qu'il ne devait pas attirer l'attention. Pas maintenant. Pourtant, l'inquiétude le rongeait. La veille de la disparition, Élise avait effectivement demandé quelque chose. Pourquoi la maison parle-t-elle la nuit, Julien? Pourquoi personne ne veut descendre sous l'escalier de pierre? Il n'avait pas su répondre. Il lui avait seulement dit d'éviter cet endroit. Trop tard, sans doute. Les villageois commencèrent à fouiller l'histoire de la famille Deslauriers. Un notaire à la retraite se souvenait que la propriété avait été achetée à bas prix, des décennies plus tôt, après un événement tragique que personne ne détaillait jamais. On parlait d'un enfant mort, d'un frère disparu, d'une famille ruinée par la honte, et surtout de cette aile ancienne de la maison, construite sur les vestiges d'un bâtiment plus ancien encore. Un homme du village, ancien maçon, ajouta « Il y avait là une cave, mais pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Une cave plus profonde, avec un accès scellé avant même que je naisse. Mon père disait qu'on n'y descendait jamais. » Armand, apprenant cela, se montra froid. Des superstitions de paysans. Rien de plus. Mais l'instituteur, lui, sentait la vérité ramper sous ses dénégations.
Dans l'après-midi, un incident bouleversa encore davantage la maison. Madame Roche, la cuisinière, s'évanouit après avoir découvert, derrière un vieux buffet, une petite chaussure boueuse appartenant à Élise. Elle affirma l'avoir déjà vue la veille, à un endroit différent. « On la déplace », balbutia-t-elle. « Quelqu'un la déplace. » Armand lui ordonna sèchement de se ressaisir, mais Julien, en arrière-plan, observa la scène avec une expression tourmentée. Il connaissait la maison comme nul autre. Une chaussure ne pouvait pas se déplacer seule. Mais quelqu'un avait peut-être voulu que cette découverte paraisse accidentelle. La tension monta encore lorsque l'instituteur demanda à visiter l'aile ancienne. Armand refusa catégoriquement. « Cet endroit est instable, dangereux. Je ne veux pas de curieux là-bas. » Mais le ton, trop nerveux pour être crédible, mit la puce à l'oreille de tous ceux présents. Ce soir-là, alors que la maison se préparait à une seconde nuit d'angoisse, Cécile monta dans la chambre d'Élise. Elle ouvrit la petite commode en bois peint, en sortit un carnet relié de rubans bleus. À l'intérieur, des dessins d'enfants, le jardin, les pommiers, le chat noir de la famille. Mais au bas d'une page, un croquis attirait l'œil, un escalier descendant dans l'obscurité, et tout au fond, 2 yeux ronds, blancs, sans pupilles. Cécile porta la main à sa bouche, paralysée. Elle savait à présent que sa fille n'avait pas simplement imaginé des murmures. Quelque chose, dans cette maison, avait cherché à se faire entendre à travers elle. Et au moment où elle fermait le carnet, un bruit sourd résonna, très bas, comme un mouvement étouffé dans les profondeurs. Elle resta immobile, chaque fibre de son corps tendue. Ce n'était pas un bruit de maison, c'était un appel. La nuit retomba sur la région avec une lourdeur inhabituelle, presque oppressante. Dans la demeure des Deslauriers, chaque porte semblait craquer un peu plus, chaque poutre soupirait comme sous le poids d'un secret ancien. Les lanternes accrochées au mur projetaient des halos vacillants, dessinant des ombres longues et nerveuses qui suivaient les habitants d'une pièce à l'autre. Le nouveau cercle de recherche, convoqué par Armand, incluait l'instituteur, le curé, et 2 voisins qui connaissaient bien les terres environnantes. Tous se réunirent autour de la table de la salle à manger. L'odeur de cire chaude et de thé froid flottait encore, mais ce soir-là, une tension lourde s'ajoutait à l'atmosphère. L'impression que le mystère ne se trouvait pas dehors, mais au cœur même de la maison. L'instituteur prit la parole. « Nous devons reconstituer les derniers déplacements d'Élise, minute par minute. Il n'y a plus de place pour le hasard. » Armand acquiesça d'un geste sec. Mais la crispation de sa mâchoire révélait son irritation. Il aurait préféré garder le contrôle intégral de l'enquête. Les serviteurs furent convoqués. Tous répétèrent la même chose. La fillette jouait près du verger à la tombée du jour, puis avait disparu. Seul Julien semblait troublé, ses mains tremblantes trahissant un malaise qu'il ne parvenait pas à contenir. « Julien » demanda l'instituteur. « Vous étiez le dernier à avoir parlé avec elle. Qu'a-t-elle dit exactement ?» Le jeune valet hésita. Ses yeux sombres se fixèrent un instant sur Armand, puis sur Cécile, avant de se poser sur le plancher comme s'il craignait que celui-ci se mette à respirer. Elle m'a demandé pourquoi la maison avait 2 caves. Un frisson parcourut la pièce. Même Armand cligna des yeux, surpris que l'enfant ait formulé une telle question. « 2 caves » répéta l'instituteur. Julien déglutit. « Il y a, près de l'aile ancienne, un mur qui n'est pas comme les autres. On dirait qu'il cache quelque chose. » Le curé se signa discrètement. « Une structure ancienne, les bâtiments en Normandie en cachent souvent. Mais une enfant n'aurait pas dû s'y intéresser. » Cécile porta une main à sa bouche. Elle a vu quelque chose qui l'a inquiétée. Elle l'a dessiné. Je l'ai découvert hier soir. Armand se tourna vers elle, furieux. « Tu aurais dû me le dire immédiatement. » Elle ne répondit pas. Ses yeux bleus, d'ordinaire doux, semblaient vitreux, comme s'ils reflétaient un souvenir lointain qu'elle tentait désespérément de chasser. Une décision fut prise. Chacun examinerait une zone de la propriété. Non plus les champs, non plus la rivière, mais la maison elle-même, pierre par pierre, mur par mur. Le premier endroit inspecté fut l'ancienne remise, attenante à un passage étroit menant à la cave officielle. L'odeur de terre humide et de bois pourri saturait l'air.
Une lanterne posée sur un tonneau diffusait une lumière pâle. Julien, chargé de guider l'équipe, avançait lentement, comme si ses propres pas l'entraînaient vers un passé qu'il aurait voulu oublier. En approchant du mur suspect, sa respiration se fit saccader. « C'est ici », murmura-t-il. Le mur semblait ordinaire, mais en observant de près, l'instituteur remarqua quelque chose d'anormal. « Regardez, ces pierres-là ne proviennent pas du même chantier. Elles sont plus anciennes, taillées différemment, comme si on avait voulu masquer une ouverture. » Armand pinça les lèvres, contrarié. C'est un mur porteur. Il a été renforcé pour stabiliser la maison. Mais ces mots sonnaient faux. Trop rapides, trop tranchants, comme s'ils défendaient non pas une structure, mais un mensonge. Le curé s'approcha également. Je ressens un courant d'air, très léger. Il y a quelque chose derrière. Julien se raidit, reculant d'un pas. Je préfère sortir. Cet endroit... Reste, ordonna Armand. Tu connais cette partie de la maison mieux que quiconque. Les yeux du valet brillèrent d'un mélange d'effroi et de soumission habituelle. On voyait bien que cet ordre avait touché une corde sensible. Pendant que les hommes examinèrent le mur, Cécile restait seule au premier étage, dans la chambre d'Élise. Le vent faisait frémir les rideaux, apportant avec lui le parfum lointain des algues et du sel. Elle ouvrit de nouveau le petit carnet de sa fille, passant ses doigts tremblants sur les dessins. Sur une page, un détail la transperça, un symbole tracé à la craie bleue, ressemblant à 2 cercles entrelacés. Elle sursauta en reconnaissant l'emblème d'une vieille histoire familiale, un récit murmurant à propos d'un enfant enfermé par vengeance, un secret si terrible qu'on avait juré de ne jamais le transmettre. Elle tomba assise, le souffle coupé. Comment Élise avait-elle pu dessiner ce symbole que même sa mère n'avait vu qu'une seule fois, enfant, dans un livre interdit? Une larme glissa sur sa joue. « Ma petite, qu'as-tu découvert ?» En bas, Armand perdit patience. « Assez. Nous allons ouvrir ce mur. S'il n'y a rien derrière, nous le refermerons. » Mais alors qu'il s'apprêtait à donner l'ordre, un bruit sourd résonna sous leurs pieds. Pas un craquement de charpente, pas un mouvement de terre. Un coup, comme un poing frappant la pierre depuis l'intérieur. Le silence qui suivit fut glacial. Personne n'osa parler. Puis un second coup retentit, plus net, plus précis, comme une réponse. Julien recula brusquement, les yeux agrandis d'une terreur brute. « Monsieur, ce n'est pas possible. » L'instituteur, livide, posa la main sur le mur. Il sentit une vibration ténue, presque imperceptible, mais bien réelle. Quelque chose, ou quelqu'un, se trouve derrière. Armand, lui, resta figé, mais ce qui passa dans son regard n'était ni surprise ni peur. C'était la reconnaissance. Et alors que la lanterne vacillait sous le souffle d'un courant venu de nulle part, une poussière fine tomba du plafond, comme si la maison retenait encore un dernier avertissement. La découverte du mur vibrant bouleversa l'équilibre fragile qui tenait encore la maison debout. Dès l'aube, un silence lourd enveloppa la demeure, comme si chaque pierre retenait un souffle ancien. Le vent, habituellement vif sur les falaises normandes, semblait s'être lui aussi retiré, laissant place à une immobilité presque religieuse. Armand se réveilla avant tout le monde. Il descendit vers l'aile ancienne d'un pas raide, évitant de croiser le regard des domestiques. Son visage était tiré, ses traits figés par une détermination qu'on aurait pu prendre pour du courage, si l'on n'y percevait pas une nuance plus sombre, celle d'un homme qui sait qu'il ne pourra plus dissimuler une vérité longtemps enterrée. Il posa la main sur le mur. La pierre était froide, mais pas totalement inerte. Un frémissement l'animait encore, comme si quelque chose derrière attendait ou se souvenait. Dans la cuisine, l'agitation régnait. Madame Roche, livide, murmurait des prières, répétant que la maison rouvrait les portes qu'on avait juré de sceller. Les domestiques s'agglutinaient près de la grande table, posant des regards craintifs vers le couloir. Julien n'avait presque pas dormi. On voyait dans ses yeux la fatigue de quelqu'un qui porte un fardeau trop lourd pour son rang. Quand l'instituteur arriva, suivi du curé, tous se turent. « Aujourd'hui, » dit l'instituteur d'une voix grave, « nous devons comprendre ce que cache cette maison. Impossible d'ignorer désormais ce mur, ni les bruits que nous avons entendus. » Julien baissa les yeux.
Ce mur n'a pas été construit pour soutenir la maison. Il a été posé pour cacher quelque chose. J'en suis sûr. Armand entra à cet instant, imposant silence d'un seul regard. Nous allons ouvrir l'accès ancien, sous ma supervision. Pas de gestes inutiles, pas de suppositions fantaisistes. Mais sa voix, trop ferme, semblait dissimuler une inquiétude aiguë. Cécile, quant à elle, ne descendit pas. Elle restait dans la chambre d'Élise, assise sur le lit défait, serrant contre elle le carnet bleu. Les dessins de sa fille la hantaient. Le symbole tracé par l'enfant ressemblait trait pour trait à celui du vieux livre que sa propre mère avait arraché de ses mains quand elle avait 8 ans. Un souvenir remonta, brûlant. Une cave sombre, l'écho de pas, une porte qu'on referme, le silence d'un enfant derrière. Cécile se leva brusquement, le cœur battant. Ce qu'elle avait longtemps pris pour une vision d'enfant, peut-être un cauchemar, devenait soudain plausible. Elle descendit finalement, poussée par une peur nouvelle, celle de comprendre trop tard. On rassembla outils et lanternes. Le groupe se tenait face au mur suspect. Armand, l'instituteur, le curé, 2 voisins robustes, et Julien, blême mais présent. « Commencez », dit Armand. Les premiers coups de masse résonnèrent, sourds, étouffés, comme aspirés par une profondeur inconnue. La poussière se leva en volutes épaisses. À chaque impact, on aurait dit que la maison frémissait d'un malaise ancien. Lorsque la première pierre se détacha, l'air changea immédiatement. Un souffle froid, presque humide, s'exhala du trou béant. « Il y a un vide derrière », murmura l'instituteur. On retira d'autres pierres. Une obscurité compacte apparut, avalant la lumière des lanternes. Une odeur étrange, mélange de terre scellée et d'un parfum plus ancien, s'échappa. Julien recula instinctivement. Ce n'est pas une cave ordinaire. Le curé fit un signe de croix discret. Lorsqu'on eut suffisamment dégagé le passage, on distingua un escalier de pierre, étroit, descendant dans l'ombre. Les marches étaient usées, comme si des générations de pas les avaient foulées, puis soudain cessées. Une brise monta, légère, presque un murmure. Cécile arriva à cet instant, le visage blanc comme la craie. Cet escalier, je l'ai déjà vu. Armand se retourna brusquement. Non, tu te trompes. Je me souviens, Armand. J'y suis descendu quand j'étais petite. Avec ton père. Un silence glacial s'abattit. Les voisins échangèrent des regards scandalisés. Les maîtres n'évoquaient jamais leur passé devant leurs domestiques. L'instituteur s'avança. « Madame, que se passait-il dans cette cave ?» Cécile ferma les yeux. Il y avait un enfant. On disait qu'il était fou. On disait qu'il devait rester là pour la sécurité de tous. Mais je n'ai jamais cru cette version. Julien eut un sursaut, comme frappé par une éclair. Armand claqua. Ce sont des histoires, rien de plus. Il n'y avait aucun enfant. Mais sa voix tremblait. On décida malgré tout de descendre. La lanterne passa en premier, révélant la pierre taillée, l'humidité ruisselant lentement, un silence insondable. Julien descendit le premier, par un instinct inexplicable, peut-être parce qu'il savait déjà au fond de lui que ce qu'ils allaient y trouver changerait tout. Les marches grinçaient sous leurs pas, et chaque respiration semblait résonner comme un aveu. Arrivés en bas, ils découvrirent un couloir étroit. Sur les murs, des traces noircies dessinaient des formes indistinctes, peut-être des dessins, peut-être des griffures. Une odeur lourde stagnait, mêlée à un parfum doux amer, presque familier. « Regardez », murmura l'instituteur en pointant un objet au sol. C'était une petite poupée de chiffon, très ancienne. Et pourtant, les couleurs, les motifs, Cécile s'effondra presque. « C'est la poupée de ma sœur, celle qui a disparu quand j'étais enfant. » Julien prit la lanterne, s'avança de quelques pas dans le couloir. Son ombre se déforma sur les murs irréguliers. Puis il s'arrêta net. « Il y a une porte là-bas. Une porte de bois très sombre, presque noire, dont la surface semblait marquée de petites entailles. Et sous la porte, un souffle, un courant d'air qui ne venait pas de l'extérieur, mais d'un espace encore plus profond. Un courant, qui ressemblait presque à une respiration. La porte noire semblait absorber la lumière des lanternes, comme si elle avait été conçue non pour séparer 2 espaces,
mais pour avaler tout ce qui osait s'approcher. Dans le couloir étroit, l'air s'était épaissi, chargé d'un parfum métallique mêlé à une douceur presque sucrée. Un contraste si étrange qu'il donnait la sensation d'entrer dans une mémoire plutôt que dans une pièce réelle. Julien avançait à petits pas, la lanterne tremblant dans sa main. Cécile restait derrière lui, immobile, les doigts crispés sur le carnet d'Élise. Armand, lui, semblait pétrifié. Son regard fixé sur la porte n'était pas seulement celui d'un homme surpris, c'était celui d'un homme confronté à son propre héritage, à une dette qu'il espérait voir disparaître dans l'oubli. L'instituteur fut le premier à rompre le silence. Nous devons l'ouvrir. Quelle que soit la vérité, elle est ici. Armand réagit trop vite. Non, cette porte est dangereuse. Elle n'a pas été ouverte depuis des décennies. Mais Julien, dans un geste qui ne semblait pas venir de lui, posa sa main sur la poignée. Le métal était tiède, comme s'il avait été récemment touché, ou comme s'il vivait. Il inspira profondément et tourna. La porte céda sans résistance. Une odeur puissante, lourde, monta comme une vague. Les lanternes révélèrent une pièce étroite, voûtée, semblable à une cellule creusée dans la pierre. Sur le sol, des objets étaient dispersés, des jouets anciens, des lambeaux de tissu, des pièces de bois sculptées, tous marqués par le temps, mais disposés avec un soin presque tendre. Au fond, une ombre. Pas un corps. Une empreinte, un creux dans la pierre, comme si quelqu'un s'était assis là très longtemps. Cécile avança doucement, comme si ses pieds la guidaient vers une révélation trop lourde pour être refusée. « Je me souviens », murmura-t-elle. « Ce lieu, mon père m'a dit que c'était ici que mon oncle était mort. Mais il n'a jamais été clair. Jamais. » L'instituteur s'accroupit, examinant le sol. « Regardez. Ici. » Il montra une ligne gravée dans la pierre, puis une autre, puis une troisième. Des marques répétées, formant un motif circulaire, le même que celui dessiné dans le carnet d'Élise. C'était un signe, souffla Cécile. Un appel à l'aide, de ma sœur autrefois, et maintenant d'Élise. Julien ferma les yeux. Je crois que quelqu'un a vécu ici, enfermé, pendant très longtemps. Armand éclata enfin. Assez! Vous ne comprenez rien. C'était un devoir familial, une nécessité. Sa voix résonna contre les parois, déformées, presque monstrueuses. Le curé se retourna, horrifié. « Armand, de quoi parlez-vous » L'homme passa une main tremblante sur son visage. « Il y a des choses que la famille Deslauriers a dû porter, des choses héritées. Tout cela a commencé bien avant moi. Mon père, et son père avant lui, ils avaient juré de garder le sang pur, d'éviter que certaines malformations ne se propagent. » Il regarda la cellule avec une expression mêlant honte et obstination. L'enfant enfermé ici était de notre sang. On disait qu'il portait le signe de la malédiction familiale. On l'a isolé pour protéger la lignée. Et quand il est mort, tout a été scellé. Cécile chancela, son visage se décomposant. « Tu savais ? Et tu n'as rien dit ?» Mais avant qu'il puisse répondre, un détail insoutenable apparut. Sur un petit tas de poussière posé comme une offrande, se trouvait un objet minuscule. Une barrette d'enfant, en nacre clair. Cécile s'effondra, poussant un cri étranglé. C'est à Élise. C'était dans son tiroir. Julien secoué s'avança prudemment. « Monsieur, cela signifie qu'elle est venue ici, que quelqu'un l'a amenée. » L'instituteur prit la lanterne, scrutant les murs. « Regardez, là, sur la pierre, encore fraîche, une trace de pas minuscule, une empreinte d'enfant. Elle était vivante quand elle est descendue ici, dit-il d'une voix blanche. Soudain, un souffle glacé traversa la pièce. Pas un courant d'air naturel. Un souffle comme une expiration profonde, venu des entrailles même de la maison. La lumière de la lanterne de Julien vacilla. L'ombre au fond de la cellule sembla se déplacer imperceptiblement. Non pas une silhouette, mais une densité, une présence. Le curé murmura une prière tandis que Cécile, les yeux dévastés, posait une main tremblante sur la pierre gravée. « Élise, ma petite, si tu es là, et alors, très faiblement,
Presque inaudible, un son se fit entendre. Un froissement, un souffle, comme le soupir d'un enfant qui se trouve juste derrière un mur invisible. Julien recula, la gorge serrée. Elle n'est peut-être pas seule, madame. La lanterne vacilla à nouveau, puis s'éteignit. Si cette histoire vous a bouleversé, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits, de partager la vidéo et de mettre un like pour soutenir notre travail. Votre engagement fait vivre ces histoires oubliées.